L'essentiel politique ce soir, c'est avec Émilie Zapalski. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste politique, conseillère en communication. Et dans un instant, on va se pencher avec vous sur le lancement officiel de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. C'était cet après-midi à Saint-Denis. Le leader insoumis se présente comme la seule option crédible à gauche. Nous l'entendrons. On reviendra aussi sur la réaction de l'exécutif après la mort de la jeune Liana. Son agresseur faisait déjà l'objet de plusieurs plaintes et signalements. Emmanuel Macron a reconnu un dysfonctionnement de la justice. Enfin, la mort de Bernadette Chirac, figure marquante de la droite française et ancienne première dame. La classe politique salue son engagement et son caractère. C'était donc le grand jour pour Jean-Luc Mélenchon. Le candidat insoumis à la présidentielle a tenu ce dimanche son premier meeting de campagne en plein air à Saint-Denis, en présence d'au moins 26 000 personnes selon les organisateurs. Il se projette déjà au second tour de la présidentielle face au Rassemblement national. Écoutez. Vous savez que pour une fois, les étoiles sont alignées. Que pour une fois, sans contestation possible, la première force politique de la gauche et du changement, la voici. La primaire est finie. C'est nous qui avons gagné l'honneur de marcher en première ligne. Et bienvenue à tous ceux qui veulent participer à la bataille pour la 6e République écologique et sociale. Émilie Zapalski, une entrée en campagne réussie pour Jean-Luc Mélenchon qui a prouvé ce soir qu'il était capable, cet après-midi, qu'il était capable de mobiliser. Oui, je pense que même la campagne, elle a commencé avant, elle a commencé au moment des municipales où ils se sont montrés un petit peu comme la force de gauche qui émergeait en raflant Saint-Denis notamment et en se calmant, j'allais dire, le style Mélenchon agressif a été un petit peu lissé et on le retrouve là. Et il y avait déjà ces éléments de langage, cette rhétorique autour de la Nouvelle-France, hein, ça a été au moment des municipales lancé déjà. On voit bien Saint-Denis est la ville symbole finalement. La ville symbole avec un maire noir. Alors ça avait fait fortement réagir. Hein, vous vous souvenez, il y avait eu des propos même racistes au sein de certaines chaînes de télévision. Donc il y a cette idée de préempter cet espace à gauche. Voilà, il veut estampiller la France insoumise, la nouvelle France. C'est lui cet espoir à gauche. Il veut éliminer toute velléité qu'on sent au niveau des écologistes, du PS, et puis cette espèce de primaire qui s'organisait, mais qui a l'air d'être morte-née de toute façon. Donc on voit qu'il veut occuper cet espace. C'est vrai qu'il y a probablement un espace, il y a une fenêtre de tir. Simplement, je pense qu'à gauche, les forces sont encore là. Elles n'ont pas envie de renoncer. Je pense notamment au Parti socialiste. Je pense à Raphaël Glucksmann aussi, Place Publique. On sent bien qu'il y a encore cette volonté d'occuper un espace qui serait plus de la social-démocratie, qui relèverait plus de la social-démocratie. Mais là, Mélenchon, il fait une épreuve de force, je pense. Il occupe le terrain. Et il les a prévenus aujourd'hui, ces gauches. Il leur a dit, vous êtes prévenus, si vous ne vous ralliez pas à moi, c'est le RN au pouvoir. Il y a du chantage par rapport au deuxième tour et si le RN arrive aux portes du pouvoir et d'être responsable de l'échec de la gauche, bien sûr qu'il les responsabilise sur ce côté-là. Est-ce qu'ils arriveront à résister à cette chanson-là ? Parce que c'est vrai qu'au fil de l'eau, on voit bien qu'il progresse dans les sondages, on voit bien qu'il ramène quand même beaucoup de gens. C'est quelqu'un de très fort, Jean-Luc Mélenchon. C'est quelqu'un de très agressif, mais aussi de très fort. Et moi, je dois dire que dans l'échiquier politique, c'est l'une des seules forces politiques qui travaille vraiment sur le fond, qui a une véritable stratégie, qui a une tactique, qui a un projet de société, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. C'est quelque chose qui a été très travaillé. Et c'est l'un des seuls aussi qui arrive à agréger des jeunes par des sujets d'écologie, par des sujets de mixité, de diversité. Il arrive à parler aux jeunes, ce que la plupart des partis politiques ne font pas. Soit ils ne veulent pas, soit ils n'y arrivent pas. On passe à l'affaire Liana, du nom de cette enfant de 11 ans retrouvée morte jeudi après avoir disparu pendant plusieurs jours. L'émotion est immense. Le principal suspect, Jérôme Barella, avait déjà fait l'objet de plusieurs plaintes pour viol sur mineurs et signalements sans jamais avoir été inquiété par la justice. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a reconnu un immense échec et pointé du doigt les magistrats. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, s'est également exprimé ce soir. Écoutez-le. Cette affaire est un échec. C'est un échec et on va y revenir bien évidemment très longuement. Mais moi, je suis évidemment très touché comme responsable politique, comme patron des policiers et des gendarmes de ce pays. Puis aussi bouleversé, bien évidemment bouleversé comme père de famille, comme père de 2 filles. Oui, je suis évidemment bouleversé. C'est effectivement un drame qui aurait pu être évité. On peut légitimement s'étonner. Je comprends que nos compatriotes s'étonnent que dans un dossier comme celui-ci, où il y avait déjà des
des éléments d'enquête qui étaient assez accablants. On comprend mal que la personne n'ait pas été entendue, mais c'est l'enquête administrative que nous avons lancée avec Gérald Darmanin qui permettra d'y voir clair. Comment vous jugez la communication de l'exécutif français? D'un côté, reconnaître un échec des dysfonctionnements et de l'autre, rechercher un coupable. Gérald Darmanin pointe du doigt les magistrats. Oui, on a l'impression qu'on cherche un coupable, on cherche à faire tomber des têtes pour excuser l'impuissance de l'État et puis les erreurs de l'État, les défaillances véritables. Et c'est pas la première fois. Et moi, j'entendais encore les déclarations de 2019, de 2021. Enfin, à chaque fois qu'il y a un cas comme ça, on dit « Ouh là là, attention, il faut réformer le système. Peut-être qu'il faut des coupables, des sanctions. » Mais on voit bien qu'on n'avance pas sur ces sujets-là. Il y a un véritable problème. Des plaintes qui sont déposées, aucune enquête qui sont menées à bout, des informations qui sont dispatchées entre différents services qui ne sont pas croisées entre elles. Enfin là, il y a un moment, moi je me pose des questions en fait, parce que c'est souvent sur ces sujets de violence intrafamiliale, de violence sur mineurs, de violence vis-à-vis des femmes, on n'avance pas. Est-ce que c'est un tabou? Est-ce qu'il y a un problème Manque de véritable? volonté politique. Je dis pas ça parce que je pense qu'il y a un véritable souhait, mais on a du mal à passer aux actes et avec la force qu'il faudrait, parce qu'on sait très bien, regardez le nombre de féminicides qui se passent alors qu'il y a eu des alertes avant. C'est exactement le même sujet que pour les violences vis-à-vis des mineurs. On ne prend pas au sérieux et je ne comprends pas pourquoi cette société ne prend pas au sérieux. Là, c'est la défaillance de l'État, qu'il y ait certains magistrats qui doivent avoir des sanctions, soit ils sont responsables, ils ont une circulaire, ils sont censés suivre les ordres de la hiérarchie, mais il n'y a pas que les fautifs, c'est pas que. La députée insoumise Mathilde Panot, dans l'opposition, dit que Gérald Darmanin doit démissionner parce qu'il a enclenché, je cite, une clochardisation de la justice. Est-ce qu'effectivement, là aussi, il est du ressort du ministre de la Justice de rendre son badge? Non, mais je pense que ça n'arrangerait rien du tout. Un ministre qui passe et un autre qui arrive, ce qui est important, c'est qu'on réforme et qu'on voit exactement où il y a des défaillances, où il y a des problèmes, que ça soit d'information, d'ordre, d'obéissance. Non, je pense que ça arrangerait rien, mais bon, ça fait partie de la campagne de communication et du symbole de réclamer des têtes, et notamment celle d'un ministre. C'est une crise politique à laquelle on assiste? Je pense que c'est quand même une crise politique. On a entendu Emmanuel Macron, parce qu'on voit véritablement là, on a la preuve, chacun d'entre nous a la preuve des défaillances et des endroits où il y a plein d'autres affaires où ça a été le cas. Mais là, c'est vrai que ça crève les yeux. Donc c'est une véritable crise politique. Et puis en plus, oui, c'est terrible, c'est beaucoup d'émotions. Donc ça grossit aussi cette affaire. On passe à notre troisième sujet, troisième thème. Bernadette Chirac est morte vendredi. Elle avait 93 ans. Elle avait traversé plus d'un demi-siècle de vie politique française aux côtés de son mari, Jacques Chirac. Celle que l'on surnommait la Tortue ne s'est pas contentée d'être la femme d'eux. Elle a été conseillère générale de la Corrèze et présidente de la Fondation des Hôpitaux qui organise chaque année l'opération Pièce jaune. De nombreux représentants politiques ont salué une femme engagée, de caractère. Est-ce qu'elle était si populaire qu'on le dit en ce moment? Elle n'a pas toujours joui d'un immense capital sympathie. Non, elle était fortement critiquée pour certains comportements, agissements. Je pense que c'est terrible, mais une personnalité politique qui meurt, et je me souviens de Jacques Chirac, tout d'un coup, voilà, c'est comme un saint. Et puis, c'est aussi des témoins d'un passé qu'on a aimé, et puis de personnalités politiques qu'on avait l'impression d'être plus à la hauteur qu'aujourd'hui. On regrette toujours les personnages du passé, et elle fait partie du lot. Non, je pense qu'elle avait une personnalité, je pense qu'elle a eu forte affaire avec cet homme politique qui était son mari. Elle a été première dame, et c'est toujours questionnable un petit peu ce qu'on y met ou pas. Non, je pense qu'elle est auréolée de cette phase-là qui est la mort. C'est terrible, mais on est plus apprécié souvent quand on est mort. Comme vous le dites, il y a une sorte de nostalgie. Est-ce qu'elle marque vraiment, avec sa mort, la fin d'une époque? Je pense que oui, à la fin d'une époque, parce que après, on a eu d'autres types de premières dames. Moi, je critique pas. Enfin, c'est d'autres styles, en fait, que ça soit Carla Bruni ou actuellement Brigitte Macron. C'est d'autres styles. Certaines se font discrètes ou quoi. Il y avait cette espèce de... Voilà, elle était plus engagée. Peut-être plus engagée, un petit peu plus constante dans ses combats. Dans ses combats et sa façon d'être à côté de son mari. Donc oui, il y avait peut-être un peu plus de profondeur que ce qu'on voit aujourd'hui. Et puis je pense qu'il y a plus de questionnements aussi autour de la première dame. Est-ce que c'est véritablement une activité? Est-ce que ça a un sens qu'elles aient des assistants, des assistantes, autant d'argent? Je crois qu'on questionne beaucoup en fait cette fonction. Et moi, c'est pas une fonction
fonction en France. Première dame, ça C'est pas une n'existe pas. fonction, voilà, ça n'existe pas, mais on le questionne beaucoup plus qu'avant. Avant, c'était pas plus une fonction qu'aujourd'hui, mais on le questionnait moins. Moi, ça m'amuserait de voir cette fonction, qui n'en est pas une, occupée par un homme. J'aimerais bien voir ce que ça va donner et comment on considère justement un premier homme, un premier, je ne sais pas comment on appellerait ça, et de voir comment est-ce qu'on critique autant et quelle place on lui apporte. C'est pas une fonction, c'est la personnalité qui occupe ce rôle, qui fait en fait son rôle, qui fait son activité. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup marqué pour les pièces jaunes, pour les hôpitaux. Après, elle avait d'autres fonctions politiques. Donc c'est quelqu'un de respectable. Et puis c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire. Merci beaucoup, Émilie Zapalski, d'être venue pour cet essentiel politique. Restez avec nous dans quelques instants. C'est Fatima Taouane qui prend le relais pour le Journal de l'Afrique et on se retrouve juste après.